Alors nous allons voir la correction de l'examen de rattrapage, exercice 1. Donc, soit le système composé de 3 masses, M1, M2, M3, et puis de 3 ressorts. Les masses M1, M3 sont égales, et celle du milieu, M2, égale 3 fois les deux autres masses. Et puis, le ressort K1 est de valeur K, K2 est de valeur 2K, et puis le système est symétrique par rapport à l'axe central. Les déplacements sont considérés par rapport à la position d'équilibre, donc les déplacements x1, x2, x3 des 3 masses. Et puis, on nous donne la matrice modale. C'est un système à 3 degrés de liberté, donc nous allons avoir 3 vecteurs propres. Le premier comporte 2 constantes qu'on va devoir déterminer. Donc le premier c'est 1a, b, le deuxième c'est moins 1, 0, 1, et le troisième vecteur c'est 2, moins 1, 2. Alors, déjà, on peut faire la remarque suivante, c'est que le système est symétrique, et par conséquent, nous allons avoir un ensemble de modes qui sont symétriques et antisymétriques. Et donc, d'ores et déjà, je peux dire que la constante B va être égale à 1 avant de faire les calculs. Donc je vois que le premier va être en mode symétrique, le deuxième antisymétrique et le troisième symétrique. Je continue l'énoncé. La masse M3 est excitée par une force F de t, elle est là, sinusoïdale et de pulsation grand oméga. Et puis on note oméga 0 égale racine carrée de K sur M. Première question, trouvez les constantes A et B pour que le vecteur 1, A, B soit le premier mode propre en utilisant une propriété des modes propres. Et bien sûr, on fait allusion à la propriété d'orthogonalité des modes propres par rapport aux matrices M et K. Allons-y. Donc, je sais que moins 1, 0, 1, c'est le deuxième vecteur propre. Et par conséquent, il doit être orthogonal au premier vecteur propre 1AB par rapport à la matrice masse. Remarquez que la matrice masse est diagonale. Donc, ça me donne B égale à 1, comme je l'ai déjà anticipé. La deuxième propriété, c'est l'orthogonalité entre le premier vecteur propre et le troisième vecteur propre, qui me donne la valeur de A de 4 sur 3. Deuxième question, trouver la matrice des raideurs. Et là, nous allons utiliser la méthode des coefficients d'influence qui consiste à appliquer un déplacement unitaire à une masse et bloquer le reste pour trouver la colonne qui correspond à la masse non bloquée, soi-disant. Ok. Donc, par exemple, si je bloque la masse M2 et M3 et j'applique un déplacement unitaire à la première masse, je vois que les deux ressorts K1 et K2 s'opposent à ce mouvement et leur effet est cumulatif. Ils s'additionnent. Donc, par exemple, ce ressort-là, en le déplaçant, par exemple, vers la droite, la masse M1, il va appliquer une force vers la gauche qui est égale à K1 fois 1, qui est le déplacement unitaire, et donc une force de K1. De même, si je déplace vers la droite la masse M1, le ressort s'oppose à ce mouvement, et donc il va appliquer une force vers la gauche de valeur K2. Et puis, la masse M2, une fois que je déplace la masse M1, il va sentir une force vers la droite, et donc je vois que la force qui est sentie par M2 est opposée à la force sentie par M1. Et puis de valeur K2. Si je déplace M1 et je bloque M2, M3 ne ressent rien, puisque M2 ne transmet pas l'effort. Et par conséquent, je trouve la première colonne qui est de 3K, en tenant compte du fait que K2 égale 2K et K1 égale à K. Donc la première colonne c'est 3 fois K, moins 2 fois K, ou bien K2 si vous voulez, moins K2. Et puis 0 pour le troisième élément. Je bloque la masse M1, M3 et j'applique un déplacement unitaire à la masse M2 et je trouve un vecteur force qui est égal à moins 2K plus 4K pour la masse M2
et puis moins 2K pour la force qui est transmise à la masse M3. Et puis déjà on peut voir que le système est symétrique, et donc cette colonne, la première, je la retrouve mais à l'envers, et donc j'ai 0, moins 2, 3. Je peux aussi utiliser une propriété, la matrice K qui est symétrique. Par conséquent, dès que j'ai trouvé cette valeur-là, cette colonne-là, je peux anticiper, mettre moins 2 dans cet élément. Puis, par symétrie, je trouve cette colonne et cet élément. Tout ce qui me reste à préciser, c'est la valeur de cet élément. Troisième question, sans résoudre l'équation, déterminant de K moins lambda M égale à 0. Donc, on ne voudrait pas toucher à cette équation et trouver donc le polynôme caractéristique. Trouver la première pulsation propre en fonction de oméga 0. Alors, le plus simple, c'est de calculer le quotient de Rayleigh, puisque nous avons vu que si dans le quotient de Rayleigh, j'ai le vecteur qui coïncide avec un vecteur propre, le quotient de Rayleigh va coïncider avec la valeur propre. Nous avons déjà déterminé le premier vecteur propre, et donc il suffit de calculer le quotient de Rayleigh qui va être en même temps oméga 1 au carré. Et donc tout calcul fait, je trouve 1 sur 3 oméga 0 au carré. Et par conséquent, la première pulsation propre, c'est 1 sur racine de 3 oméga 0. Alors, cinquième question, elle est un peu plus difficile. On nous demande de trouver la matrice de flexibilité. On nous précise, en utilisant les coefficients d'influence, on ne voudrait pas tout simplement inverser la matrice K pour trouver la matrice A. Et d'ailleurs, on nous précise qu'il faut, une fois nous avons trouvé notre matrice de flexibilité, de vérifier que ils sont bien l'une l'inverse de l'autre. Pour trouver la matrice de flexibilité en utilisant les coefficients d'influence, nous allons appliquer une force unitaire à une masse. Par exemple, je peux appliquer une force unitaire à la première masse, rien sur les deux autres. Et puis, on calcule les déplacements que vont subir les différentes masses. Comme ça, je trouve la colonne qui correspond à la masse à laquelle j'ai appliqué la force unitaire. Alors, allons-y. Si on applique une force unitaire à M1, qu'est-ce que voit en fait M1? Il voit à sa gauche un ressort de raideur K et à sa droite une série, 3 ressorts qui sont en série de raideur K2, K2 et K1. Et donc, la matrice M1 voit un ressort équivalent, puisque j'ai deux ressorts qui sont en parallèle. La raideur, c'est la somme des raideurs, donc K1 égale à K, donc j'ai K plus la raideur équivalente de ces trois raideurs en série. Et donc, de raideurs, 1 sur K2 plus 1 sur K2 plus 1 sur K1. Tout calcul fait, je trouve 3 demi de K. Et donc, si j'applique une force unitaire à la première masse, il se déplace de l'inverse de la raideur équivalente qui est de 2 sur 3K. Ok? Alors, nous avons appliqué une force unitaire. Une partie de la force va passer dans le premier ressort et dans le reste, je vais avoir le reste de la force. Ok? Donc, dans le ressort de droite, j'ai la force qui est égale à K1 fois le déplacement que je viens de calculer de 2 sur 3K. Et par conséquent, dans le premier ressort, celui de gauche, j'ai une force de 2 tiers. Et dans les 3 ressorts en série, passe le reste de la force, 1 moins 2 tiers qui est 1 tiers. Et donc, cette force-là, de 1 tiers, elle est constante. C'est la même force qui va se déplacer jusqu'à arriver au bâti. Et par conséquent, le dernier ressort de raideur K, et donc qui est soumis
à une force de 1 tiers, il va se déplacer de 1 sur 3K. Et donc, j'ai trouvé le déplacement de la première masse et de la troisième masse. Il me reste le déplacement de la masse du milieu. Alors, je peux le trouver de deux manières. Soit dire, ok, donc j'ai une force de 1 tiers qui passe dans ce ressort-là. Et ce ressort-là, il a les extrémités qui sont déplacées de x1 et de x2. Ok, donc j'ai la force qui va être proportionnelle à la différence des déplacements des extrémités. Ou bien le trouver grâce à ce deuxième ressort de même raideur K2 et qui a les extrémités qui se déplacent de x2 et de x3. Dans les deux cas, on trouve le déplacement de la masse M2 qui est égal à 1 sur 2K. Et par conséquence, je viens de trouver la première colonne de la matrice de flexibilité qui est égale à 1 sur K, 2 tiers, 1 demi, 1 tiers. Alors, je peux voir que le système est symétrique et donc je peux en déduire la troisième colonne de la matrice de flexibilité. Donc, si j'applique une force à la troisième masse, remarquez que j'ai M3 égale à M1, et puis M3, elle est liée à deux ressorts qui sont identiques à la masse M1. Et par conséquent, la troisième colonne va être la même colonne que j'ai trouvée, sauf qu'il va être dans l'ordre inverse. Et donc, la troisième colonne, c'est 1 sur K, 1 sur 3, 1 sur 2, 2 sur 3. Pour trouver la colonne du milieu, on va appliquer une force au milieu, une force unitaire, et voir le déplacement des trois masses. Alors, si j'applique une force unitaire à la masse du milieu, je vois ici deux ressorts, donc à gauche, deux ressorts en série de raideur K1 et K2, et de même à droite, deux ressorts de raideur K2 et K1. Et donc, l'ensemble de ces deux ressorts en série, en fait, travaillent en parallèle par rapport à la masse M2. Et par conséquent, la raideur équivalente des quatre ressorts, c'est égal à 2 sur 1 sur 2K plus 1 sur K, qui est égal à 4 sur 3K. Et donc, si j'applique une force unitaire à la masse M2, son déplacement, c'est l'inverse de la raideur équivalente, donc 3 sur 4K. Okay. Ici, j'ai appliqué une force unitaire. Le système est symétrique, donc la force unitaire va se diviser en deux parties. Une partie, la moitié en fait, va passer à gauche et l'autre moitié va passer à droite. Donc, la moitié de la force qui passe dans les ressorts à gauche, il va être constant, ça veut dire la force de 1,5, il va traverser le ressort K2, puis K1, pour arriver là. Et donc, ce ressort-là, il a une extrémité fixe, il va se déplacer de façon à avoir la force qui est égale à 1,5 égale à K1 fois X1. Et donc, X1, c'est égal à 1 sur 2K, ou bien la force qui le traverse divisé par sa raideur. Et de même, on peut trouver la masse M3, puisque ici la force elle est la même, et ce raideur, ce ressort il a la même raideur, donc X3 c'est aussi égal à 1 sur 2K. Et par conséquent, la colonne du milieu c'est 1 sur K, 1 demi, 3 quarts, 1 demi. Finalement, je trouve la matrice de flexibilité. Donc, j'ai déjà les trois colonnes, et donc il suffit que je les assemble dans une matrice. Puis, il faut faire la vérification. Je multiplie la matrice des raideurs et la matrice de flexibilité. Je trouve bien l'identité, et par conséquent, ma matrice de flexibilité est l'inverse de la matrice des raideurs. Trouver la première pulsation propre en appliquant la formule de Dunkerley. Et puis on nous demande d'indiquer l'erreur relative. Donc, on a déjà trouvé la matrice de flexibilité. C'est simple maintenant de trouver
la première pulsation propre en utilisant la formule de Dinkerle. Et donc j'ai 1 sur oméga d au carré, oméga d pour pulsation de Dinkerle, égale le sigma des m à ii. Et donc la première masse est m. Le premier élément de la diagonale c'est 2 sur 3k. Deuxième masse c'est 3m. Deuxième élément de la diagonale 3 sur 4k. Et puis la troisième composante elle est la même que la première. Et par conséquence, je trouve une valeur approchée par la formule de Dinkerle qui est égale à oméga 0 racine carrée de 12 sur 43 égale à 0,528 oméga 0. Et donc l'erreur relative est de 8,5% qui est acceptable. Septième question, on voudrait appliquer à la masse M2 une force GT que je vais chercher. Et le critère, c'est que je ne voudrais pas exciter le premier mode propre du système. Et donc, on nous demande de trouver quelle est cette force à appliquer sur la masse M2 pour que, si le système est excité au niveau de la masse M3 avec une force Ft sinusoïdale de pulsation grand oméga, c'est quoi la force GT pour que le premier mode ne soit pas excité. Et donc, il suffit d'exprimer le vecteur force dans la base de contribution des modes propres. On a vu, c'est le transposé de la matrice modale fois le vecteur physique. Sur M1, il n'y a pas de force, sur la M2, il y a GT, et sur M3, il y a FT. Et donc, nous avons déjà trouvé notre matrice, notre matrice modale. Donc, il suffit de faire ce calcul et voir en fait que le vecteur force dans la base de contribution des modes propres s'exprime par ce vecteur-là. Et donc, pour que le premier mode ne soit pas excité, bien sûr, il faut que ce terme-là, qui correspond au premier mode, soit égal à 0. Et par conséquent, j'ai GT égal à moins 3/4 de FT. Et dans ce cas, voilà le vecteur force qu'il faut considérer dans la nouvelle base. Huitième question, trouver la réponse du système. En fait, nous demande les déplacements physiques. Il ne suffit pas de donner les contributions des modes propres. Une fois, on applique la force que nous avons trouvée. Et puis, on nous simplifie la tâche et on nous dit qu'on peut exprimer le résultat en fonction de la masse et la raideur dans la base des contributions des modes propres. Et puis on ne s'intéresse qu'à la solution particulière, on ne s'intéresse qu'au régime permanent, donc il faut ignorer le régime transitoire. Et donc en fait il faut donner juste la solution particulière. Dans la base des contributions des modes propres, la matrice phi t fois m fois phi elle est diagonale, et donc en fait, je peux ne pas calculer ces éléments-là, puisque dans l'énoncé, on me dit qu'on peut exprimer le résultat en fonction des masses et des raideurs dans la base des contributions des modes propres. Alors, notre vecteur, nous l'avons déjà trouvé, sachant que f de t, c'est f0 fois sinus oméga t. Et donc, la solution particulière, donc pour le premier élément, donc la contribution du premier mode, ça va être égal à 0. Et d'ailleurs, nous avons trouvé GT de façon à ce que la contribution soit nulle. La deuxième, en fait, c'est équivalent à un système à 1 degré de liberté de masse M2 de raideur K2 sans amortissement. Et par conséquent, le x2 c'est égal à 1 sur la raideur équivalente, 1 sur K2, fois la force appliquée qui est égale à F0 sinus oméga t divisé par 1 moins grand oméga sur oméga 2 au carré. Et puis la même chose pour x3, la seule différence c'est d'utiliser la raideur équivalente K3 et la pulsation propre oméga 3.
Alors, on nous demande le déplacement physique. Voilà la relation entre le déplacement physique et les contributions des modes propres. Donc, déplacement physique égale matrice modale fois contribution des modes propres. Et donc, on trouve le vecteur déplacement physique. Alors, si je veux exprimer, même si ce n'est pas demandé, les raideurs K2 et K3 en fonction des raideurs physiques, K2, en fait, ce n'est que le numérateur du quotient de Rayleigh qui correspond à la deuxième pulsation propre, et K3, c'est le numérateur du quotient de Rayleigh de la troisième pulsation propre. Et donc je trouve K2 égale 6K et K3 égale 42K. Et voilà les déplacements physiques. Neuvième question, quelles sont les pulsations grand oméga à éviter? En fait, pour répondre à cette question, il suffit de revenir à l'expression trouvée et voir quels sont les oméga qui rendent un des dénominateurs nul. Et je vois, d'après cette expression, que les pulsations à éviter sont la deuxième pulsation propre et la troisième pulsation propre. Pourquoi cette question? Parce que, en fait, même si j'ai trois pulsations propres, si j'applique la force GT, en fait, je peux exciter le système à la première pulsation propre et on n'aura pas de résonance. Parce que, en fait, le premier mode propre ne contribue pas.